Dans ce mini-séminaire sur l'involution et l'évolution, Bernard de Montréal explique que l'histoire de l'humanité peut être divisée en deux courbes, l'involution, une descente de conscience, et l'évolution, une montée de conscience. Il situe l'homme aujourd'hui à la pointe de rencontre de ces deux courbes. Il mentionne l'effondrement de l'Atlantide il y a 12 000 ans, où l'homme a intensément développé le corps astral, relié au psycho-émotionnel. Depuis lors, l'homme a développé une conscience mentale inférieure, liée à l'intellect et à la compréhension du monde matériel. À partir de 1969, il décrit l'éveil de la conscience supramentale sur Terre. Des individus cessent de fonctionner au niveau du mental inférieur et développent une conscience supramentale. Ces individus ont des facultés en cours de développement et sont liés à une sixième race racine. Bernard de Montréal mentionne également qu'il y aura une septième race racine qui permettra à l'homme d'atteindre un niveau d'évolution avancée où il n'aura plus besoin de son corps matériel. Il souligne que l'homme de demain découvrira que son mental n'est pas régi par l'ego, mais qu'il est l'expression réflexive de l'ego, provenant de mondes parallèles. L'évolution de la conscience supramentale promet des étapes de conscience extraordinaires pour l'humanité. L'homme est en train de passer d'un monde mental à un monde architectural. Cela signifie qu'à mesure qu'il explore la source de sa pensée, il pourra communiquer télépathiquement avec des mondes parallèles et comprendre les mystères de la vie. Il atteindra un état de conscience suffisant en lui-même, indépendamment de la vérité psychologique. Dans l'évolution future, l'émotivité de la conscience ne sera plus nécessaire pour évaluer le savoir. L'homme sera libre d'exprimer, élaborer et définir les thèmes infinis de la conscience universelle. Il viendra un point où l'ego rattrapera la conscience du moi et où l'homme pourra accéder à une connaissance absolue. Cette connaissance absolue permettra de renverser les paradigmes scientifiques et technologiques. Elle est une finalité évolutive qui permettra la rencontre des différentes espèces intelligentes de l'univers sur un plan mental supérieur. L'homme pourra éventuellement se connecter énergétiquement avec les soleils qui composent l'univers et atteindre une compréhension infinie de la conscience atomique. Il pourra également intervenir de manière catégorique dans la construction mentale des archétypes universels sur Terre. L'homme en arrivera à réaliser que l'intelligence est une caractéristique fondamentale de tout esprit, et non pas simplement le résultat de l'éducation. Cependant, il est actuellement limité par l'histoire et la mémoire collective de l'humanité, ainsi que par son propre ego et ses sens. Il n'a pas encore la capacité de comprendre pleinement sa psyché et la véritable signification de l'intelligence dans une perspective universelle. Nous sommes également limités par notre connaissance conditionnée par l'histoire et soumise à révision, alors que la science elle-même est destinée à évoluer et éventuellement à s'abolir. Il est difficile de demander à des individus conscients de promouvoir leur propre déclin, mais il est important de prendre conscience de notre potentiel et de travailler à notre évolution, afin de permettre à l'humanité de progresser. Nous serons probablement confrontés à des expériences cosmiques et universelles qui ont suscité jadis superstition et rejet par la science. Nous devrons les réexaminer et les vivre à nouveau pour prendre conscience de l'immensité du cosmos et de notre conscience illimitée. L'homme devra réaliser que sa conscience est aussi puissante que sa conscience peut l'être. Nous vivons actuellement dans un monde où nous sommes bombardés de différentes idées amplifiées par les médias, créant une tension psychique insupportable. Nous devrons définir notre réalité par rapport à nous-mêmes. De manière universelle et non basée sur notre ego ou notre insécurité. Une fois que l'homme sera en mesure de comprendre le phénomène humain et la civilisation dans tous ses aspects, il sera enfin libre et pourra comprendre la vie dans son essence fondamentale. Plus il évoluera, plus il comprendra la vie de manière absolue, intégrale et savante, au-delà de ce qui est actuellement accessible à la conscience humaine. L'objectif de tous ces propos est de conduire l'homme à comprendre que la plus grande fidélité qu'il peut se donner est la fidélité à lui-même, dans un sens universel et non égoïste. Dans ce texte, l'auteur souligne le développement de l'individualisme dans notre société contemporaine, notamment dans le monde occidental. Cependant, il fait une distinction entre l'individualisme et l'individualité véritable. Selon lui, l'individualisme se manifeste par des comportements excentriques ou provocateurs visant à attirer l'attention, alors que l'individualité authentique est basée sur la fusion de l'esprit de chaque individu. L'auteur affirme que l'évolution de la conscience supramentale sur Terre ne se fera pas à travers une collectivité, mais par le développement individuel des êtres humains. Il insiste sur l'importance de comprendre la pensée en tant que phénomène créatif, plutôt que de la limiter à une simple réflexion.
L'objectif ultime serait que l'homme puisse communiquer instantanément avec les plans universels à travers un mental supérieur et télépsychique. Pour y parvenir, il est nécessaire de réaliser que la pensée telle que nous la concevons actuellement, polarisée entre le bien et le mal, divise l'individu lui-même. L'homme doit donc prendre conscience de cette polarité dans sa pensée et réaliser qu'elle crée une scission entre sa réalité matérielle et sa réalité cosmique et universelle. En résumé, l'auteur encourage à développer une individualité véritable et non un individualisme superficiel. Il souligne l'importance de comprendre la pensée comme une forme d'expression créative et souhaite voir émerger une conscience supramentale permettant une communication directe avec les plans universels. La pensée fondamentale de cet extrait est que l'homme a tendance à toujours vivre sa pensée par rapport à une polarité en raison de l'insécurité fondamentale de son ego et de la puissance de ses émotions. L'extrait souligne également que même si tous les hommes savent quelque chose, il n'y a pas d'autorité mondiale qui permet à l'homme de savoir quelque chose sans être remis en question par les institutions. L'auteur soutient que l'homme devra se libérer du besoin de l'appui du monde pour être capable de vivre une conscience supramentale et commencer à réaliser et à supporter ce qu'il sait. Il met en garde contre le piège de la polarité du vrai et du faux, qui émotionne la conscience de l'homme et l'empêche de savoir. L'auteur différencie également la connaissance du savoir, affirmant que la connaissance fait partie du besoin de l'ego, tandis que le savoir fait partie de la réalité du moi. L'homme est présenté comme un être multidimensionnel qui vit une conscience expérimentale mais qui doit un jour vivre une conscience créative pour donner sens à sa vie. Dans cet extrait, l'auteur aborde le concept de la vampirisation de l'âme et son lien avec les expériences vécues dans les vies antérieures. Certaines personnes souffrent aujourd'hui de traumatismes qui viennent d'avant leur vie actuelle, ce qui affecte leur capacité à vivre pleinement dans le présent. L'homme est censé vivre des expériences sur Terre, mais il n'est pas fait pour mourir et rester dans un état d'inconscience. Il doit retourner à sa source, mais cela ne peut pas se faire à travers des illusions spirituelles ou des anciennes idées. L'homme doit développer graduellement la capacité à supporter ce qu'il sait et à ne pas avoir besoin de croire aveuglément. La croyance en l'absolu fait partie du conditionnement psychologique de l'ego et a été établie par l'homme de l'involution. Il est impossible pour un homme de parfaitement répéter ce qui est parfaitement dit, ce qui souligne la difficulté de transmettre des enseignements ou des connaissances sans altération. Un être humain devrait répéter ce qui est parfaitement dit parce que cela ne serait pas influencé par l'ego, ni par l'inconscience humaine, mais plutôt dirigé vers l'esprit de l'homme. Cependant, si l'homme n'est pas connecté à son esprit, il ne pourra pas répéter ce qu'un autre esprit a dit. C'est pourquoi les paroles des initiés ont été colorées pour créer les religions, dans le but d'aider l'humanité à évoluer. Cependant, il viendra un temps où l'homme n'aura plus besoin de s'appuyer sur des repères moraux pour atteindre la plénitude de sa conscience. C'est ce qu'on appelle la conscience supramentale. Les Québécois ont déjà une certaine sensibilité envers l'invisible grâce à leur proximité avec le monde spirituel à travers la religion. Cependant, chercher la conscience profondément occulte en utilisant les voies de l'involution ne ferait qu'amener à la polarité du moi et engendrerait une grande souffrance mentale. L'évolution de la conscience supramentale sur Terre commencera lorsque l'homme comprendra qu'il ne doit pas assujettir sa pensée à la vérité et au faux, mais plutôt apprendre progressivement à la vivre et à supporter son mouvement jusqu'à ce que sa pensée devienne parfaite, c'est-à-dire totalement dans sa propre lumière. Ainsi, l'ego et l'esprit de l'homme s'uniront pour faire de lui un être réel. Un être réel est celui qui n'a pas besoin de la vérité, qui ne la cherche pas, mais qui vit dans la paix. La paix est l'arrêt de la recherche. L'homme cessera de rechercher lorsqu'il comprendra qu'il sait. Il saura qu'il sait lorsqu'il se permettra de le supporter et qu'il n'aura pas besoin d'appeler quelqu'un pour savoir s'il a raison. Il y a des moments dans la vie où l'on sait que l'on sait, et à ce moment-là, c'est ça. Quand plusieurs personnes ajoutent leur c'est ça à celui des autres, mais d'une manière réelle et non influencée par l'orgueil ou la spiritualité, alors ils sauront que c'est ça. Dans cette discussion, Renaud et Bernard évoquent le besoin d'avoir un message visuel pour accompagner leurs messages auditifs et télévisuels. Renaud suggère de présenter un schéma ésotérique représentant la fleur de lys et les différents plans de lumière et de matière. Il exprime le souhait que Bernard explore également des approches visuelles dans ses enseignements. Bernard accepte et Renaud explique le schéma ésotérique, divisé en plans de lumière en haut et plans de ténèbres en bas, avec le plan mental au milieu. Renaud mentionne également que la fleur de lys est un puissant symbole, transmis par les Mérovingiens et les rois de France. Bernard exprime ensuite son opinion sur le schéma ésotérique, qualifiant cela de bourrage de crâne.
Renaud réplique en disant que même l'enseignement de Bernard peut être considéré comme du bourrage de crâne. Bernard explique ensuite sa position et efface une partie du tableau, laissant le dessin de Renaud en place. Renaud indique qu'il comprend cette critique et reconnaît que l'enseignement de Bernard s'adresse principalement au mental plutôt qu'au cœur. Dans cet extrait de dialogue, Bernard de Montréal, Boulevard M, explique que la recherche spirituelle de l'homme doit dépasser le stade de l'ésotérisme involutif, c'est-à-dire la connaissance des mondes psychologiques et des formes matérielles. Selon Boulevard M, le réel se trouve dans le monde mental, qui crée la connaissance à partir de l'énergie. Il affirme que l'homme est aujourd'hui suffisamment développé pour sortir du monde astral spirituel et entrer dans le mental pur. René Guénon, Hergé, compare la situation à celle de poissons vivants dans un étang et qui ont besoin de sortir de cet environnement pollué. Il souligne que beaucoup de personnes sont encore prisonnières de leurs conditions de poissons, mais qu'elles commencent à ressentir la nécessité de s'en échapper. BDM accepte de continuer à parler à ces poissons et à les aider dans leurs problèmes liés à leurs conditions. Dans cette conversation entre Richard Glenn, Hergé, et Bernard de Montréal, Boulevard M, Hergé demande à BDM s'il peut parler aux poissons. BDM répond qu'il donne des séminaires aux poissons depuis des années, mais qu'ils ne peuvent pas lui demander de parler leur langage. Il explique également qu'il a découvert d'autres choses au-delà d'eux. L'étang et qu'il les explique aux humains. Hergé demande alors comment sortir de l'étang, mais BDM répond simplement qu'il faut comprendre le phénomène de sa propre pensée. Il explique que l'évolution de la conscience sur une planète expérimentale nécessite du temps et que l'homme doit sortir de la philosophie pour comprendre le fonctionnement de sa propre pensée. BDM explique également que pour que les enseignements sur le mental humain puissent être bien compris, ils doivent être présentés de manière neutre et détachée. Il affirme que l'autorité de la conscience et du savoir de l'homme n'a jamais été donnée et que cela pose des problèmes dans les interactions entre individus. En conclusion, BDM explique qu'il n'a pas de problème à travailler avec Hergé, car il est libre et ne se laisse pas influencer par les opinions des autres. Dans cette conversation entre Bernard de Montréal, Boulevard M et Glenn, ils discutent de leur collaboration et de l'importance du plan astral dans l'évolution de l'homme. BDM explique que le plan astral est un monde habité où les êtres s'ennuient du plan matériel et se servent de l'humanité. Il insiste sur l'importance de comprendre ce plan dans l'étude de la psychologie humaine et des maladies mentales. Glenn mentionne ensuite le cas de 12 petites filles en Chine qui se sont suicidées en déclarant qu'elles se réincarneraient dans un endroit mieux adapté à leurs souhaits. BDM explique que c'est une manifestation de l'activité astrale qui influence les êtres humains à agir de cette manière, car un être humain ne peut pas se suicider de lui-même. L'être humain est multidimensionnel, composé d'un corps matériel ainsi que de corps subtils tels que le corps éthérique, astral et mental. Ces corps appartiennent à des plans ou univers parallèles habités, qui sont en communication télépathique avec l'homme. Cependant, l'homme est protégé contre cette influence astrale grâce à sa psychologie, son équilibre psychologique et son attention au monde matériel. Cependant, de plus en plus de personnes commencent à vivre des expériences étranges, avec des pensées inhabituelles et une transformation du jeu en tu. Cela s'explique par le fait que l'homme est habité par des intelligences qui ont une expérience dans la matière et qui permettent le développement de l'ego sur une planète expérimentale. Pour évoluer vers une conscience créative non basée sur l'expérience, l'homme doit élever sa conscience et sa pensée en vibration. Cela lui permettra d'être en contact direct avec sa source et de vivre une conscience mentale créative. Cependant, les sphères invisibles et les forces psychiques luttent pour le contrôle de l'esprit de l'homme, car elles perdent peu à peu leur emprise sur lui. Dans ce contexte, le channeling est considéré comme l'expression parfaite de cette communication avec les entités des plans parallèles. Cependant, les personnes qui ne sont pas conscientes de la nature de ces plans ne peuvent pas vérifier l'authenticité des entités lorsqu'elles assistent à des séances de channeling. En conclusion, la transformation du jeu en tu, ainsi que la possibilité d'être influencé par l'astral, sont des enjeux majeurs de l'évolution de l'homme dans cette fin de cycle. Il est important pour chaque individu de développer sa conscience et sa compréhension des plans invisibles pour éviter d'être manipulé et aliéné par des forces inconnues. Dans cette conversation, Bernard de Montréal explique qu'il est nécessaire d'avoir un contact avec son double et sa source pour être en mesure de mettre en check une entité dans l'astral. Cependant, il souligne que la plupart des gens ne sont pas capables de le faire car ils n'ont pas conscience de ce qui se passe dans le plan astral. Il affirme que la fusion avec le double est un processus individuel et qu'il n'y a pas de recette universelle pour y parvenir.
Il explique également que la science de l'homme doit être connue et partagée à travers des conférences et des écrits. Il remet en question le regard des psychologues sur les aliénés, en affirmant qu'il faut plutôt chercher à communiquer avec ceux qui se cachent derrière leur état plutôt que de les mettre dans des cases conceptuelles. Il affirme que les voix entendues par les aliénés sont réelles et viennent de quelque part. Il encourage la psychologie à aller au-delà des approches médicales, physiques et chimiques pour prendre en compte la dimension psychique de l'homme. L'être humain ne peut pas se permettre de bloquer l'évolution de sa conscience et de son savoir, sinon il restera ignorant et limité. Cependant, il prédit que des sciences parallèles se développeront dans des domaines comme la psychologie et l'ésotérisme, où des personnes plus sensées chercheront des réponses. En ce qui concerne le sens de la voix, celle-ci est considérée comme un moyen pour l'esprit de s'exprimer à travers l'âme, dans le but d'enrichir l'ego avec des connaissances. Cependant, l'homme d'aujourd'hui n'est pas assez conscient pour bénéficier pleinement de sa voix. Pour pouvoir utiliser le verbe et tirer profit de ce qu'il sait, l'homme devra ajuster sa voix à son mental supérieur plutôt qu'à son intellect. Actuellement, la voix est synchronisée avec l'intellect, ce qui fait qu'elle reflète toujours des opinions, des émotions et de la subjectivité. Lorsque l'homme saura profiter de sa voix et la synchronisera avec son esprit, celle-ci deviendra le haut-parleur de l'esprit. Il pourra alors entendre sa voix et comprendre les messages que son esprit souhaite transmettre. Cependant, il rappelle que certaines choses ne peuvent pas être dites à un certain moment et seront exprimées ultérieurement, dans l'évolution de ce que la voix doit dire au monde. L'ego de l'homme le pousse à vouloir tout dire en même temps, mais il doit être conscient des limites de sa voix. Certaines vérités, comme la nature des races humaines ou les religions, ne peuvent pas être exprimées de manière objective car elles sont influencées par les émotions et la mémoire des individus. La voix ne doit pas prendre position ni attaquer, elle doit être synchronisée avec le mental pour parler de sujets délicats. Une voix prépersonnelle est nécessaire pour transmettre une nouvelle science au monde, qu'elle soit liée à la matière ou à l'esprit. La fonction de la voix n'est pas d'instruire ou d'être professorale, mais de stimuler le mental supérieur de l'homme pour lui permettre d'exprimer créativement ce qu'il sait. En parlant, l'homme apprend, mais s'il parle sans rien apprendre, il perd sa voix et ne fait que babiller. Les hommes d'aujourd'hui n'ont pas vraiment la parole, ils se contentent de jaser mécaniquement sans conscience. La voix a un pouvoir énorme dans le domaine de la politique. Cependant, les personnes influentes doivent être prudentes car elles pourraient mettre leur vie en danger en s'engageant ouvertement dans la politique. Certains initiés utilisent leur voix à un niveau éthérique pour influencer le monde politique de manière occulte. La voix conscientisée ou créative est différente de la simple expression spirituelle de la conscience universelle. Elle est l'expression mentale du savoir universel et elle a le pouvoir de créer instantanément sans besoin de référent ou de mémoire. Lorsqu'on développe sa voix, notre conscience change automatiquement. La voix doit être soutenue par notre propre savoir et doit être utilisée pour son propre bien. En apprenant à parler de manière créative, notre conscience s'élève et notre voix devient plus ferme et concentrée, avec moins d'émotion. Parler de manière créative nous permet de découvrir ce que nous disons, et l'ego s'inquiète moins de la teneur de nos paroles. La voix crée un lien entre notre moi et l'esprit, et en l'utilisant de manière occulte, il serait possible de modifier la matière à un niveau moléculaire. Cependant, cela fait partie du processus créatif de la voix et ne peut pas être accéléré par l'ego. Lorsque nous prenons conscience de l'importance de notre voix, nous n'avons plus besoin d'étudier pour acquérir des connaissances. La voix est infinie et permet de comprendre la réalisation primordiale de l'esprit. Elle est à la fois scientifique, philosophique, spirituelle, créative et absolue. Avoir la voix nous libère de la pensée, car nous n'avons plus besoin de nous rappeler ce que nous avons dit. Nous sommes simplement capables de reparler et de dire d'autres choses. La voix est un mystère de l'esprit à travers la conscience humaine et, plus elle sera puissante, plus elle changera la science à tous les niveaux. Selon l'auteur, l'évolution de l'humanité permettra la création d'une nouvelle civilisation sur Terre. Cette civilisation sera différente de celle existante actuellement, mais sera tout de même liée à elle. La voix de l'homme jouera un rôle clé dans la création de cet ordre des choses. Cette nouvelle civilisation sera en lien avec le monde éthérique et les mondes parallèles, offrant à l'homme une liberté créative. Cependant, il faudra une compréhension du mouvement de la lumière à travers les plans de l'homme pour pouvoir la fusionner avec celle-ci. Certains individus pourront absorber cette lumière, tandis que d'autres ne pourront pas. Lorsque la lumière pénètre le mental de l'homme, l'ego tend à subir une polarisation,
ce qui peut conduire à une destruction créative de la personnalité. Il est donc important d'avoir une science précise pour comprendre ce processus de transformation et éviter d'être vampirisé par les forces astrales. Cette science permettra à l'homme de passer d'une fusion instantanée à une fusion graduelle avec la lumière, ce qui lui donnera la liberté créative de son être. La voix et la parole auront un rôle significatif dans la transmission de cette science à l'humanité. La conscience se développe dans la mesure où une science absolue de la nature mentale de l'homme est donnée. L'homme doit réaliser qu'il pense. De pouvoir développer du discernement et éventuellement atteindre la lucidité. Cependant, cela demande une science. La lumière descend dans le plan mental et crée des formes, ce que nous appelons la pensée. Au fur et à mesure de l'évolution, la pensée devient communicative et perd sa coloration subjective. L'homme devient un être créatif, capable de communiquer et de créer de nouvelles formes dans son mental grâce à la fusion de l'ego, de l'âme et de l'esprit. Lorsqu'une personne fait l'expérience de la fusion, cela peut avoir des effets psychologiques sur son idéal et sa vie familiale. Lorsqu'un homme se conscientise, les valeurs de son ego entrent en conflit avec les valeurs créatives de son moi universel. Il peut avoir tendance à se détacher des valeurs du monde, mais il faut éviter cette illusion. Il est important de maintenir l'équilibre entre le processus de fusion et la conscience égoïque pour ne pas perdre son emploi, sa famille, etc. Il ne s'agit pas de sortir du système, mais de devenir suffisamment créatif pour créer son propre système en relation avec le système existant. Par exemple, l'auteur a fondé une corporation avec des individus conscients, qui se préoccupent de choses banales mais tentent de créer du nouveau matériel créatif qui puisse être utile à la société. Les membres de cette corporation travaillent d'une manière différente, sans hiérarchie, et créent les mécanismes corporationnels ensemble. L'évolution de la conscience humaine suppose une intégration de l'énergie et une compréhension de l'illusion de la polarité et de la spiritualité astrale. Les êtres conscients doivent être capables de travailler en harmonie avec le monde sans perdre leur conscience. Les inconscients sages sont des personnes nobles d'esprit, d'âme et de conscience qui travaillent dans divers domaines sans nécessairement avoir une expérience spirituelle. La société a des organisations et des mécanismes qui permettent une belle vie sur le plan social, mais l'évolution de l'esprit et de la conscience doit aller plus loin. Il faut faire attention à ne pas s'isoler de la société, car cela peut conduire à des illusions spirituelles et à une forme d'aliénation. La société est imparfaite car l'homme lui-même est imparfait, il est donc important de se regarder soi-même et de ne pas seulement blâmer la société. Lorsque l'homme aura une conscience suffisamment avancée, il reconnaîtra que ce qui se passe dans le monde fait partie du karma de l'humanité. Cette synthèse, il est souligné que lorsqu'une personne se conscientise et évolue spirituellement, elle doit faire attention à ne pas perdre le contact avec la réalité du monde et à ne pas tomber dans des illusions négatives. L'auteur met en garde contre le fait de s'imaginer que le monde est pourri et que tout ce qui l'entoure est mauvais. Il évoque également que certaines personnes qui se sont intéressées aux sciences occultes ou ont rejoint des mouvements spirituels se sont retrouvées sans fondation psychologique, contrôlées par des personnages ou des sectes. L'auteur affirme qu'une science avancée et occulte est en émergence dans le monde, et qu'il ne faut pas la confondre avec la spiritualité. Il explique que la science de la conscience est si vaste que l'ego ne peut pas la percevoir et en bénéficier si de nombreux courants astraux pénètrent en lui. Il souligne également que l'astral travaille contre l'homme et que la psychologie devra éventuellement s'intéresser à ces mondes. Pour mieux comprendre ce qui se passe derrière le subconscient humain. Enfin, l'auteur aborde la situation de Salman Rushdie et fait référence à la souffrance à la fois de l'écrivain et du peuple islamique dans le contexte des versets sataniques. Il explique que même si l'événement est important sur le plan politique mondial et pour l'évolution de l'islam, il est difficile pour une personne consciente de prendre position, car elle comprend les forces profondes de l'islam et les émotions spirituelles qui animent cette communauté. Dans ce livre, il est souligné que lorsque nous parlons ou utilisons notre parole de manière publique, nous sommes responsables des chocs que nous créons. Cela s'applique aussi bien au niveau individuel qu'au mouvement islamique et à la fermentation au Moyen-Orient. Il est important pour chacun de découvrir si sa vision est élevée ou résulte d'une manipulation astrale. L'auteur relate une expérience personnelle en Arabie Saoudite, où il a pu dialoguer avec des islamistes en utilisant une approche respectueuse. Il explique qu'il a pénétré dans leur conscience en utilisant un mouvement circulaire et qu'il a été capable de percevoir une conscience universelle. Il souligne également l'importance d'utiliser une voix prépersonnelle, douce et pénétrante, qui ne choque pas la conscience de l'interlocuteur, peu importe qu'il soit chinois, bouddhiste, américain, russe ou issu de l'islam.
Il raconte avoir été patient lors de ces échanges, même si cela l'a rendu malade au retour. L'auteur met en avant la patience et l'engagement dans ses interactions, expliquant comment il a engagé et réengagé un guide local en lui expliquant qu'il pourrait être remplacé s'il ne se présentait pas. Il relate également une situation où il a engagé 2 guides à la fois, ce qui a doublé les frais mais a évité de blesser leurs esprits. En résumé, l'auteur souligne la nécessité d'être responsable des chocs que l'on crée avec nos paroles, d'adopter une approche respectueuse et pénétrante lors des échanges, et de faire preuve de patience et d'engagement dans ses interactions. Dans cet extrait, Bernard de Montréal explique pourquoi il avait 2 guides lorsqu'il se promenait dans le souk. Il explique que cela lui donnait une double protection contre le harcèlement. Il raconte ensuite qu'il a fini par avoir 5 guides à cause de l'incompréhension de la mentalité occidentale par certaines personnes. Il dit que pour établir des liens avec les autres peuples, il faut être capable de comprendre leur mentalité. Il partage ensuite une expérience personnelle avec un Touareg qui lui a montré du respect, illustrant ainsi la sensibilité des individus de certains peuples. Ensuite, l'intervieweur mentionne un sondage qui montre que les jeunes Québécois sont les plus tolérants sur les niveaux religieux, sexuels, etc. Bernard de Montréal qualifie le peuple québécois de grand peuple avec une grande conscience et une grande sensibilité. La discussion se tourne ensuite vers la réaction face aux immigrants qui arrivent au Québec. Bernard de Montréal souligne la particularité du langage québécois, qui peut être perçu comme viol dans d'autres pays. Il explique que cela vient d'une violence cachée et suggère d'utiliser le langage de manière sensible pour éviter que la violence ne soit transmise à travers les mots. Le langage coloré utilisé au Québec est souvent considéré comme trop viol, ce qui peut nuire aux relations interculturelles. Il est nécessaire de développer une conscience du langage afin de pouvoir parler de manière plus accessible et agréable à l'oreille, tout en laissant place à l'expression colorée entre Québécois. L'accent québécois peut parfois être un élément distinctif, mais il est important de savoir quand l'utiliser pour éviter des réactions négatives à l'étranger. Dans un contexte d'immigration, il est essentiel que les gouvernements établissent des lois d'immigration adéquates pour maintenir l'équilibre des forces sociales dans la nation. Il est important de trouver un équilibre entre l'accueil des immigrants et la préservation de l'identité culturelle et des avantages sociaux du Québec. Dans ce passage, l'auteur exprime ses préoccupations quant à l'impact du libéralisme excessif sur les gouvernements et les nations. Il affirme que si les peuples veulent protéger leur patrimoine tout en accueillant des personnes de l'extérieur, ils doivent trouver un équilibre en légiférant intelligemment leurs frontières. Il critique également le fait que trop d'organisations et d'opinions politiques locales entravent les gouvernements dans leur prise de décision. L'auteur souligne l'importance de comprendre la situation actuelle de l'immigration et de la traiter à la fois avec le cœur et l'intelligence. Il met en garde contre les conséquences à long terme si les gouvernements ne prennent pas les mesures appropriées. Finalement, il encourage les autres pays à prendre des mesures similaires à celles des États-Unis et à mettre fin au mouvement de l'émigration sans réglementation. Dans cet extrait, l'intervenant exprime son souhait que la société québécoise reconnaisse son besoin d'une colonne, c'est-à-dire d'une entité collective consciente de son bien-être. Il affirme que l'immigration ne doit pas être empêchée, mais que ceux qui viennent de l'extérieur doivent servir les intérêts de la nation. La question de l'avortement est ensuite abordée, et l'intervenant explique qu'il ne peut pas donner son opinion publique à ce sujet, car c'est une question philosophique et personnelle. Il suggère que les gouvernements devraient organiser des référendums pour permettre à la population de décider de certaines questions morales complexes, car ils ont du mal à légiférer sur ces sujets sans susciter des oppositions. Il soutient que pour répondre à des questions telles que la valeur du fœtus avant la gestation, il faut être en contact avec des plans occultes qui procurent cette connaissance. Cet échange entre Hergé, l'interviewé, et Boulevard M. Bernard de Montréal, ils discutent de la question de l'avortement. BDM explique qu'il ne peut pas prendre position sur la question de manière universelle car cela pourrait influencer les gens à agir selon ses paroles. Il affirme que dans certains pays sous-développés où les gens vivent dans la pauvreté, la législation en faveur de l'avortement pourrait entraîner de nombreux meurtres car les gens considéreraient les fœtus comme un fardeau supplémentaire. Cependant, dans les pays plus développés comme le Canada ou le Québec, il estime que la législation contre l'avortement retarde l'évolution psychologique des individus. Il suggère que l'Église devrait légiférer pour la planète entière, permettant aux personnes plus avancées et philosophiques de prendre leurs propres décisions à ce sujet. Hergé mentionne également que dans les pays sous-développés, l'Église offre une aide alimentaire en échange de l'assiduité aux messes et aux communions.
BDM souligne que cela prend du temps pour acquérir une maturité mentale suffisante pour servir le peuple et la science. Il insiste sur le fait qu'il faut être patient, objectif et sérieux dans nos paroles pour faire réfléchir sérieusement sur des sujets profonds. Il apprécie l'attitude de Hergé de ne pas se prendre au sérieux, mais souligne qu'il y a des gens dans le public qui prennent les choses au sérieux. Finalement, il note qu'il y a une sorte de complicité intelligente entre eux, pour créer un produit bénéfique pour le public. Dans cette discussion, Bernard de Montréal souligne qu'il y a différentes catégories de personnes, celles qui sont très naïves, celles qui sont très spirituelles, celles qui ne comprennent pas les insinuations humoristiques, celles qui prennent les choses au sérieux et celles qu'il faut protéger. Il encourage l'auditoire à développer un humour créatif et non pas simplement un humour sans intention. Cependant, l'animateur de l'émission, Régent Giroux, précise qu'il n'a jamais prétendu travailler avec Bernard et que l'objectif principal est de s'amuser sur Terre. Bernard répond avec humour en disant qu'il travaille tout en s'amusant, ce qui provoque les rires et les applaudissements du public.